Les titres à la une de votre journal à 15h30 sur BFM TV. Plus de 180 rassemblements ce dimanche contre la loi climat présentée demain à l'Assemblée nationale. À Paris, la manifestation se déroule entre la place de l'Opéra en direction de la place de la République pour demander une vraie loi climat. Parmi les personnes présentes, Jean-Luc Mélenchon et d'autres personnalités politiques. Le leader de la France insoumise qui déclare qu'Emmanuel Macron s'amuse à faire semblant de faire une loi sur le climat. 41 médecins d'Île-de-France indiquent dans une tribune au journal du dimanche qu'ils vont devoir trier les patients. Ils disent n'avoir jamais connu une telle situation, même pendant les pires attentats subis ces dernières années. Un véritable cri d'alarme. Le président de la République qui justifie, lui, sa stratégie de confinement uniquement en dernier recours par une comparaison avec les situations en Italie ou en Allemagne. Selon lui, les confinements durs depuis décembre n'ont pas empêché une reprise de l'épidémie qui nécessite de réinstaurer ou de prolonger le confinement. Le gouvernement le promet, l'environnement sera une priorité après la fin de la crise sanitaire. Le projet de loi climat est présenté demain à l'Assemblée nationale. Un texte loin d'être à la hauteur de l'urgence écologique selon les membres de la Convention citoyenne pour le climat. Et c'est dans ce contexte que plus de 180 marches se déroulent aujourd'hui. Manifestation autorisée malgré le contexte sanitaire. Et à Paris, vous le voyez en direct, depuis le départ, place de l'Opéra, le cortège se dirige désormais vers la place de la République. Lisa Adef, vous êtes sur place. Qui sont les participants aujourd'hui ? On voit qu'ils sont très nombreux en tout cas. Vous êtes prêts ? Oui, de très nombreux participants puisque près de 500 organisations, associations et syndicats ont appelé à manifester aujourd'hui contre ce projet de loi climat dont l'examen à l'Assemblée commence demain. Ils dénoncent aujourd'hui une loi amoindrie. C'est la dernière ligne droite selon eux pour que le texte soit à la hauteur de l'urgence écologique. C'est en tout cas ce qu'ils disent. On est plus chaud que le climat. Voilà ce qu'on peut entendre depuis le début de la manifestation. Ils sont plus motivés que jamais à se faire entendre par le gouvernement et revenir aux propositions initialement formulées par la Convention citoyenne. Selon eux, le projet de loi climat a été vidé de tout ce que la Convention citoyenne a apporté. Par exemple, les citoyens proposaient l'interdiction de la publicité pour tous les produits polluants, notamment celles qui concernent les voitures, et cela s'est transformé en interdiction de la publicité pour les énergies fossiles. C'est l'un des exemples cités aujourd'hui, preuve selon eux d'une trahison démocratique d'Emmanuel Macron, accusé de ne pas avoir respecté son engagement, le fameux sans filtre promis par le président de la République. Le texte donc qui doit être discuté pendant 3 semaines. Au total, il y aura 7000 amendements. Les débats risquent d'être longs et de ne pas contenter toutes les aspirations qu'on a entendues aujourd'hui. Merci beaucoup Lisa Adef. Donc dans ce cortège parisien avec Hugo Dorsemène, on en vient à présent à l'épidémie de Covid. 41 directeurs médicaux de crise de l'assistance publique des hôpitaux de Paris signent une tribune dans le JDD. Ils craignent un débordement des capacités de prise en charge des patients Covid dans les 15 prochains jours et de devoir en arriver à trier les malades. Pour eux, les mesures actuellement mises en place par les autorités politiques sont insuffisantes à juguler l'épidémie. Maëva Lamy. C'est un appel à une prise de conscience de la situation. Dans cette tribune publiée dans le journal du dimanche, 41 médecins alertent sur la situation dans les hôpitaux. Nous sommes au bout d'un système. Actuellement, il y a des patients dans l'hôpital Bichat qui sont intubés, ventilés dans un bloc opératoire. On fait donc de la réanimation en dehors de la réanimation. Si on me demande de faire plus la semaine prochaine, et c'est ce qu'on nous demande de faire et nous le ferons, ça voudra dire que nous allons arrêter beaucoup d'activités. Ça veut dire qu'on ne pourra presque plus assurer les urgences. Avec toujours plus d'entrées que de sorties en réanimation, la pression s'accentue. 124% des lits sont occupés par des patients Covid en Île-de-France, 93% au niveau national. Une situation qui préoccupe les professionnels de santé pour les semaines à venir. On ne veut pas avoir à trier entre un infarctus du myocarde et un malade du Covid. Et elle est là la réalité. Et donc on va devoir réfléchir en fonction des comorbidités, du risque que ça se passe mal face au risque que ça se passe bien. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va se retrouver à devoir faire des choix entre qui va en réanimation et qui n'y va pas, et tout simplement parce qu'il n'y aura plus de lits. Le risque, c'est que la qualité des soins diminue, s'aggrave, parce qu'on se retrouve dans une situation de médecine des catastrophes. Les professionnels de santé appellent à des mesures plus fortes pour endiguer l'épidémie. Emmanuel Macron n'exclut pas de nouvelles restrictions la semaine prochaine selon l'évolution de la situation sanitaire. Pour l'heure, le président de la République attend de connaître les effets des mesures déjà prises la semaine dernière. On parle de la situation dans les hôpitaux avec vous, professeur Jean-Louis Teboul. Vous êtes chef du service des urgences intensives et réanimation de l'hôpital Bicêtre, au Kremlin Bicêtre, dans le Val-de-Marne. Quand on pense à ces lits suroccupés, à ces effectifs parfois réduits, est-ce que c'est la situation également dans votre établissement aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, il y a un peu de répit, je dirais même depuis 48 heures dans mon établissement, en termes de patients Covid en réanimation. Il y a aussi un peu de répit en termes de patients Covid en hospitalisation conventionnelle. Vous savez que ces patients sont des patients qui sont hospitalisés pour Covid, qui risquent de s'aggraver. Un tiers d'entre eux, un quart d'entre eux s'aggravent quelques jours après. Donc ce répit qu'on a en hospitalisation conventionnelle nous fait espérer, parce qu'il faut rester positif, un petit répit aussi dans quelques jours. La situation est pour autant tendue, mais nous avons encore quelques places en réanimation à Bicêtre, à l'heure où je vous parle, bien sûr. Ce petit répit, ça peut être dû, selon vous, ça peut être les premiers effets des mesures qui ont été prises il y a 10 jours? Alors, pas tout à fait. Parce que le répit en hospitalisation conventionnelle ne peut pas refléter les mesures d'il y a 8 jours. Les mesures d'il y a 10 jours seront reflétées par le taux de contamination, bien évidemment. Mais sinon, il y a toujours un délai entre une contamination et puis une arrivée à l'hôpital pour, disons, aggravation des symptômes. Donc je ne pense pas que ce répit correspond à ces mesures. Je pense que ces mesures seront jugées ce week-end peut-être sur la décroissance ou pas du taux de contamination Covid+. Avez-vous, comme la quarantaine de médecins signataires de cette tribune dans le JDD aujourd'hui, une crainte sur la possibilité prochainement, d'ici à 15 jours, de devoir en arriver à trier des patients Covid et non Covid dans vos hôpitaux? Je n'ai pas cette crainte réellement. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas cette crainte. Bon, cette crainte, je la comprends, parce que ça correspond à des prévisions pessimistes, hein, d'une augmentation, d'une accélération du nombre d'admissions. Peut-être qu'on peut observer quand même depuis 48 heures un petit ralentissement de cette accélération. J'ai bien ralentissement de l'accélération qui ne correspond pas forcément à une diminution, pas du tout. Mais en tout cas, le flux net, par exemple en Ile-de-France hier, en réanimation, le flux net, c'est-à-dire le flux d'entrants moins sortants, était de plus 7, je crois, d'après les chiffres que j'ai, de plus 7 patients en réanimation. Donc il y a quand même un petit ralentissement par rapport à la semaine précédente. Je ne sais pas si ce ralentissement est compté dans les prévisions, dans les modélisations. S'il n'était pas, ce serait un motif d'optimisme. Je ne veux pas être super optimiste, je veux dire simplement que la prévision la pire, en effet, correspond à une augmentation considérable du nombre de patients, si vous voulez, dans quelques jours, et à ce moment-là, un dépassement des capacités. Mais on n'en est pas encore là. Le petit ralentissement, le petit répit qu'on a, alors peut-être ça va être la tempête, mais on a un petit répit quand même dans les services de réanimation, en tout cas dans mon hôpital, mais également, je crois, grosso modo en Ile-de-France. En tout cas, les chiffres sont les chiffres, hein, on ne peut pas les contester. Ce petit répit, encore une fois, dans l'augmentation. Hein, c'est pas, il y a toujours une augmentation, il y a toujours un bilan, il y a toujours plus de patients à l'hôpital hier qu'avant-hier, etc. Donc, merci beaucoup. Il y a un petit tassement. Et on prend bien sûr tout signe d'optimisme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, professeur Jean-Louis Teboul, sur BFM TV. Dans le même temps, Emmanuel Macron poursuit sur sa ligne en défendant sa stratégie de lutte anti-Covid. Dans le journal du dimanche, continuer avec les mesures de freinage, mais sans s'interdire de prendre des mesures plus dures ensuite, si nécessaire. Le chef de l'État qui exclut toujours aussi d'ouvrir à toutes les tranches d'âge d'un coup les inégalités sociales et territoriales. Pour répondre à la lassitude des Français après un an de restriction, le président appelle également à la solution du vaccin. Emmanuel Macron qui justifie par ailleurs ces prises de décision controversées par une unanimité scientifique qui n'a de toute façon jamais eu rendez-vous. On en parle avec vous, Benjamin Morel, maître de conférence à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Alors même si le dernier recours d'un reconfinement général, national, est de moins en moins tabou dans les propos d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il ne risque pas le président finalement gros à rester sur ce cap, à maintenir ce cap ? De ne pas vouloir, de rester sur des mesures territorialisées et d'attendre encore les résultats? Alors, il risque en effet très gros. Hein. D'abord, du point de vue de la politique sanitaire, on voit qu'aujourd'hui, vous avez malgré tout cette montée, vous avez des chiffres très très différents entre la France d'un côté et ses voisins directs, Allemagne, Italie de l'autre. Donc là, il y a en effet un problème qui est un problème de bilan. Et la territorialisation peut permettre de laisser respirer l'économie dans certains territoires, mais pourquoi est-ce qu'on n'avait pas territorialisé lors du premier confinement? Eh bien parce qu'en réalité, si vous avez des régions qui sont épargnées, à l'époque l'ouest de la France, vous pouvez faire du transfert de patients. Si vous territorialisez, vous
confiner des territoires qui sont les territoires les plus en problème en réalité. Mais vous laissez le temps à l'épidémie de monter dans d'autres territoires et donc vous ne pouvez pas faire vraiment de transfert de patients tout bêtement parce qu'il y a un risque qu'il n'y ait plus de place dans les autres hôpitaux. Donc si jamais la crise arrive, elle devient tout d'un coup globale et là vous avez un vrai problème de stratégie. La stratégie à long terme d'Emmanuel Macron, c'est en réalité les beaux jours et les vaccins. Et là en effet, l'épidémie peut être rattrapée maintenant qu'on sait qu'il y a une forme, en tout cas qu'on pense qu'il y a une forme de saisonnalité, peut être rattrapée à la fois par la campagne de vaccination et par une forme de réchauffement du climat. Cette stratégie-là, à moyen terme, elle est entendable. Mais à court terme, se pose très rapidement un problème de surcharge hospitalière, etc. Si demain, comme la tribune auquel vous avez fait référence, eh bien, on a des gens qui meurent dans les couloirs et des gens qu'il faut trier dans les couloirs de l'hôpital, à ce moment-là, vous avez des images qui risquent d'être extrêmement délétères pour le président de la République, d'autant plus que l'on voit dans les enquêtes d'opinion que vous avez un vrai retournement de l'opinion aujourd'hui, opinion qui savait gré à Emmanuel Macron d'avoir évité le confinement, mais qui aujourd'hui est en train de se retourner et regrette la position qui était la sienne au mois de janvier. Merci beaucoup Benjamin. Restez avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur ce cri d'alarme d'une quarantaine de médecins de crise de la région parisienne qui considèrent bien qu'il ne sera pas évitable de trier les patients si la situation ne s'améliore pas dans les prochains jours. À tout de suite. Dimanche. Recherche, diagnostic, traitement, financement. La médecine est en mouvement. Les nouveautés en matière de santé dans Prenez soin de vous. Dimanche sur BFM TV. Le monde change, l'immobilier aussi. Regardez votre programme avec les agences de papa. Le but de mon travail à moi, c'est d'apporter des solutions à mon sociétaire. Rassurez-vous, vous m'entendez bien ? Notre rôle, c'est de mettre notre sociétaire au cœur de tout. C'est de retrouver une vraie relation humaine, les accompagner dans leur vie. C'est prendre du temps pour eux et être à leur écoute. Mais également être là en cas de sinistre. Je pensais pas du tout que ça arriverait, quoi. Être présent, être présent, être présent. C'est ça, c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît. Et pour vous, ça change tout. Ensemble, nous pouvons accomplir quelque chose de grand. Courez chacun pour soi, mais toujours en équipe. Le 9 mai 2021, Wings for Life World Run. Téléchargez l'application et rejoignez-nous maintenant. Nouvelle Jaguar E-Pace. Maintenant disponible avec nos 3 nouvelles technologies hybrides. À partir de 339 € par mois avec apport, garantie et entretien inclus. Des jumeaux. Oui, David est bientôt papa. Alors bon, c'est peut-être le bon moment pour trouver le bon emploi près de chez lui, qui lui laisse assez de bon temps. Non parce que bon, des jumeaux quoi. Mais ça va aller. Avec le bon emploi à la bonne distance de la maison, tout va bien se passer, David. Le bon coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Avec 93% de clients satisfaits, pourquoi tout le monde n'est pas chez l'Olivier Assurance? Madame, une idée? C'est bien ce qu'on pensait. C'est incompréhensible. Des clients satisfaits et des économies. L'Olivier Assurance. Venez, vous comprendrez. Parfum, soins, maquillage, cheveux, parapharmacie. La beauté est un jeu d'enfant quand elle n'est pas chère. My Origine, c'est ma beauté qui commande. Intelligente, autorégulée et automatique. Ma piscine Magiline devient connectée au son de ma voix. Balnéo. Et obéissante du bout de mes doigts. Fini les contraintes. Les vacances à domicile. Piscine Magiline, piscine nouvelle génération.
Acheter une voiture d'occasion peut parfois réserver de mauvaises surprises. Évitez le baratin de certains vendeurs. Évitez le café douteux. Évitez les négociations embarrassantes. Les types loufoques. Surtout, évitez les types loufoques. Évitez les frustrations. Et adoptez la nouvelle façon d'acheter des voitures d'occasion. Avec 14 jours d'essai, livraison à domicile et 12 mois de garantie. CarNext, des voitures de qualité en toute sérénité. Et voilà. Volkswagen. Enquête sur la pression islamiste en France. Je suis considéré comme un salafiste. Pour l'État français, qui doit être fiché, elle se supporte. Qui menace ceux qui vivent ultra protégés? Le scandale, c'est qu'il n'y ait pas de scandale. Existe-t-il des territoires sous influence? Là, ça s'est limité à des menaces. Dans le cas Paty, c'est passé à l'exécution. Islamisme, enquête sur une menace. Demain à 21h sur BFM TV. 15h45 sur BFM TV. Vous le savez, la France est face à une troisième vague de l'épidémie de Covid. 19 départements sont désormais soumis à des contrôles renforcés, à des mesures renforcées sanitaires. Et dans ces départements, donc, les contrôles le sont également. Depuis la semaine dernière, 350 000 ont eu lieu concernant les personnes. Et cela correspond à 38 000 verbalisations depuis le 20 mars dernier. Contrôle également cet après-midi. C'est le cas au péage de Montesson sur l'A14 en direction de Paris. Les forces de l'ordre qui sont présentes et qui contrôlent les gens de retour de week-end et donc partis malgré l'interdiction. Est-ce que c'est ce que vous constatez, Angie Loata, sur place à ce péage de Montesson ? Oui, absolument. Sur le péage de Montesson, il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant, mais on vient de voir effectivement des contrôles avec Alexia Ferré et notamment un bus qui fait la jonction entre la grande couronne de Paris et puis la région parisienne. Effectivement, des contrôles et notamment sous l'œil du chef d'état-major Philippe Franchet, chef d'état-major Philippe Franchet qui regarde et qui nous disait également, vous nous disiez, qu'il y avait quand même pas mal de verbalisation sur cette thématique des 10 km. Alors oui, tout à fait. Alors nous, en ce qui nous concerne, CRS Autoroute d'Île-de-France, dans la continuité des actions qui sont également faites par l'ensemble des policiers Paris, Petite Couronne et Grande Couronne, nous, la thématique qui nous intéresse ici particulièrement, c'est le respect du confinement interrégional, c'est-à-dire entre la région Île-de-France et les autres régions qui sont en périmètre de la nôtre. Donc ici, depuis vendredi soir déjà, nous poursuivons le contrôle des attestations qui visent à respecter justement cette mesure de confinement interrégional. Plutôt respectée ou pas? Est-ce que les gens comprennent ces nouvelles mesures ici? Alors ici, évidemment, les gens comprennent cette mesure qui est quand même garant de l'efficacité de la lutte contre la Covid. Néanmoins, nous sommes malgré tout obligés de faire preuve de fermeté. Puisque le temps de la pédagogie, à notre sens, est quand même passé, et que pour être... Vous me disiez, il y a une semaine, vous ne faisiez pas ça, vous étiez peut-être plus coulant, là, cette fois, c'est terminé. Alors, plus coulant, non, parce que, bon, on a quand même des règles à faire respecter. En ce qui concerne la fermeté, aujourd'hui, c'est le cas. Alors, évidemment, avec toujours un petit peu de discernement, hein, chaque cas est particulier, mais globalement, on ne peut plus demander à une personne, ou en tout cas, on ne peut plus être face à une personne qui est surprise de ces mesures de confinement. Merci à vous, on vous laisse continuer, donc, ces contrôles qui sont en cours, effectivement, et il y a un bus qui vient d'être contrôlé. Quand on nous disait chaque cas est particulier, il faut aussi noter qu'à l'intérieur des bus, chaque passager est contrôlé. Nous venons d'y assister notamment. Merci beaucoup, Angie Loata, donc sur cette aire de péage de Montesson, sur l'A14 en direction de Paris, avec Alexia Ferré. Pour justifier la stratégie du confinement généralisé comme dernier recours, Emmanuel Macron n'hésite pas, dans le journal du dimanche, à comparer la situation de la France à celle de l'Italie ou de l'Allemagne voisine. Le chef de l'État affirme qu'outre-Rhin notamment, les confinements durs depuis décembre n'ont pas empêché une reprise de l'épidémie. Est-ce vrai? Une déclaration approximative selon notre correspondante à Berlin, Violette Bonnebas.
Alors cette déclaration d'Emmanuel Macron est en fait assez approximative. D'abord, il n'y a jamais eu de confinement dur en Allemagne. Les Allemands ont toujours eu le droit de sortir de chez eux sans limite, sans attestation. Berlin préfère miser sur la limitation des contacts et sur la fermeture des lieux accueillant du public. Cette stratégie, elle a très bien marché. En revanche, ce qui est vrai, c'est que depuis que les mesures ont été assouplies, avec notamment la réouverture des écoles, eh bien, l'épidémie repart à nouveau. Les autorités sont inquiètes. Il y aura probablement un nouveau serrage de vis. Mais attention, le niveau épidémique est bien plus bas en Allemagne qu'en France. Le taux de contamination, le taux d'incidence est 3 fois moins élevé. Le nombre de morts est bien plus bas. Les hôpitaux ne sont pas saturés, sont loin de l'être. La marge de manœuvre est donc bien plus grande. Au vu des taux d'incidence très forts en France, la chancelière allemande Angela Merkel a mis fin au suspense jeudi en classant notre pays en zone à haut risque. Quelles conséquences dans les déplacements entre les deux pays ? Eh bien, en fait, ça change surtout les choses pour les frontaliers alsaciens. Jusqu'ici, ils pouvaient circuler librement côté allemand sans se faire tester. À partir de ce soir minuit, eh bien, ce ne sera plus le cas. Il n'y aura plus de régime de faveur. Ils devront présenter un résultat de test négatif de moins de 48 heures puis se mettre à l'isolement. Un compromis a été trouvé pour les travailleurs transfrontaliers et les étudiants. Ils devront réaliser un test 2 fois par semaine et les contrôles seront renforcés. Tout de suite, votre chronique santé. Prenez soin de vous. Le monde change, l'immobilier aussi. Regardez votre programme avec les agences de papa. À la une ce dimanche, le SIDAction et la lutte contre le VIH impacté par la crise du Covid a commencé par le diagnostic. Et oui, en France, c'est 650 000 tests en moins, 10% de moins. Et même dans certains pays, on a 50% de moins de dépistage. On sait que c'est une étape fondamentale dans la prise en charge de cette maladie. En effet, pour être mise sous traitement, rester en bonne santé et surtout ne pas transmettre le virus, les personnes infectées doivent connaître au préalable leur statut sérologique. Et la suspension des campagnes d'information, des actions de prévention, et puis aussi la baisse de cette délivrance, de la prophylaxie pré-exposition, ce qu'on appelle la PrEP, est un vrai sujet de préoccupation. Alors bien sûr pour la prise en charge du VIH, mais aussi de toutes ces infections sexuellement transmissibles. Parce que c'est vrai que malgré les progrès, on n'a toujours pas de vaccin contre le VIH ni de traitement curatif. Il faut donc poursuivre les champs de recherche, qu'il s'agisse de la résistance aux antirétroviraux ou encore des comorbidités qui accompagnent les personnes qui vivent, heureusement, de plus en plus longtemps avec ce virus. Alors en parlant vaccin, Margot, vous évoquez cette chose-là. C'est vrai qu'on est interpellé par le fait en 1 an, on a réussi à mettre au point, à commercialiser un vaccin contre le coronavirus. Est-ce qu'on pourrait avoir le même scénario contre le VIH ? C'est vrai qu'on sait que le financement ne fait pas tout parce que le VIH est un virus spécial qui change de visage en permanence. Il est donc très difficile de définir un vaccin. Mais il y a peut-être un espoir avec cette nouvelle technologie de vaccin, les vaccins dits à ARN messager. Alors pour aider la recherche, mais aussi la prise en charge des patients atteints par le VIH, eh bien vous pouvez participer. Le téléphone, c'est le 110. Par SMS, c'est le 92 110 ou sur le site sidaction.org. Très bon dimanche, à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. C'était votre programme avec les agences de papa. Frais fixes, transactions simplifiées, les agences de papa révolutionnent l'immobilier. Un point sur cette belle météo. Votre météo avec Floa, leader français du paiement plusieurs fois pour les commerçants. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Et voilà, c'est parti pour une très belle séquence ensoleillée et très douce. Les températures grimpent ici à Paris, donc une très belle luminosité. Ce dimanche, 13 degrés hier, 17 aujourd'hui et 22 degrés attendus pour la journée de demain. On découvre tout cela dans le détail. Alors on a quand même sur les régions un petit peu plus au nord un léger voile nuageux, mais l'ambiance globalement est très agréable sur l'ensemble du pays. Nous sommes sous la protection de l'anticyclone. Demain matin, regardez le programme du plein soleil. Quasiment partout, petit bémol, quelques plaques de brouillard sur le nord-ouest. Et puis, portées par le vent d'automne, ces plaques de grisaille, ces entrées maritimes qui vont arriver sur le littoral méditerranéen. Mais on n'en parlera plus dans le courant de l'après-midi. Le soleil va s'installer sur l'ensemble du pays.
Un coup d'œil aux températures qui donc dans le courant de la matinée vont encore rester un petit peu fraîches localement puisque la nuit sera dégagée le plus souvent. 0 degré à Auxerre, 1 degré à Dijon, on attend 2 degrés à Nancy, à Grenoble, 3 à Lyon, à Strasbourg, il fera 6 à Lille, à Paris, sur la côte aquitaine également et on ira jusqu'à 10 degrés à Nice. Dans le courant de l'après-midi, là les températures commencent franchement à bien remonter jusqu'à 25 degrés à Biarritz, 22 à Paris tout comme à Grenoble, 20 degrés à Lille. La valeur la plus basse, ce sera à Nice avec 17 degrés. Mardi, ça continue, du plein soleil, des températures qui continuent de progresser. Regardez à la mi-journée les valeurs attendues jusqu'à 26 degrés sur la côte aquitaine. On sera évidemment dans des valeurs dignes d'un début de mois de juin, quasiment 23 degrés à Paris, 20 degrés à Marseille. Votre mercredi sera aussi et toujours très ensoleillé et très doux avec des températures qui pourraient encore progresser. Et puis à partir de jeudi, ça commence à se gâter un petit peu. Alors côté ciel, ça restera encore très agréable, mais les températures commencent à chuter et elles vont quand même bien chuter pour la fin de semaine prochaine. Malheureusement pour ce week-end, Pascal, on devrait même apercevoir à nouveau quelques flocons de neige sur les Pyrénées et les Alpes. C'était votre météo avec Floa, leader français du paiement plusieurs fois pour les commerçants. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elle-même les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. DS3 Crossback, savoir-faire et caractère. Essayez DS3 Crossback E-Tense 100% électrique et vivez de nouvelles sensations de conduite. AutoHero, achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Découvrez une sélection de voitures garanties. Parcourez l'offre en détail et visitez l'intérieur comme si vous y étiez. Convaincu? Vous commandez. AutoHero livre gratuitement. Et vous êtes couvert avec le retour sans frais sous 14 jours. AutoHero, achetez votre voiture facilement en ligne. En ce moment, profitez de moins 20% sur votre abonnement la première année avec l'offre ELEC Énergie Garantie 2 ans. Et en plus, c'est de l'ELEC verte. Appelez vite le 3101. J'agis avec Engie. Just move on up toward your destination. Though you may find Nouvelle Seat Leon e-hybride rechargeable. Profitez-en maintenant et payez en 2022. Toute notre vie, ils ont pris soin de nous. Alors quand le moment vient de veiller sur eux, nous choisissons les aides à domicile les plus qualifiées et les plus humaines. C'est en pensant à nos grands-parents que nous sélectionnons nos auxiliaires de vie. Petit-fils, la compétence d'un professionnel, l'esprit d'une famille. À votre avis, combien y a-t-il de produits laitiers chez Lidl? Certainement une dizaine. Ah, avec les yaourts, peut-être, allez, une vingtaine. Je dirais 50. Voilà, on trouve dans les 30. Non, parce que si on met les fromages, on va dire 80. 200. 200? Oui, chez Lidl, vous trouverez près de 200 produits laitiers, dont une centaine de la marque Envia. Des yaourts et des desserts de qualité, au lait de vache, de brebis, de coco ou bio. Du beurre, de la crème, du lait entier, facile à digérer ou pour bébé. Découvrez notre large sélection de produits Envia. Lidl, bien plus que vous n'imaginez. Faites entrer l'accusé ce soir à 21h05 sur RMC Story. 31% des Français souhaitent mieux aménager leur extérieur. Alors pour que 100% d'entre eux redécouvrent le plaisir d'un après-midi au soleil, Castorama invente la gamme Neva, esthétique et facile d'entretien. Des jumeaux. Oui, David est bientôt papa. Alors bon, c'est peut-être le bon moment pour trouver le bon emploi près de chez lui qui lui laisse assez de bon temps. Non parce que bon,
Des jumeaux ou quoi? Mais ça va aller. Avec le bon emploi à la bonne distance de la maison, tout va bien se passer, David. Le Bon Coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Savez-vous que chez Lidl, nous avons près de 200 produits laitiers, dont nos yaourts à la grecque nature Envia, qui sont à 1,09€ les 4 pots. Lidl, bien plus que vous ne l'imaginez. Vendez votre voiture.fr. Combien vaut votre journée de vendredi? C'était votre météo avec Floa, leader français du paiement plusieurs fois pour les commerçants. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Bienvenue sur BFM TV et dans Week-end Direct. À la une ce soir, le scénario redouté par le gouvernement, les enseignants et les parents d'élèves. Ce qui se passe en ce moment dans le lycée Eugène Delacroix de Drancy en Seine-Saint-Denis. Une 60aine de cas de Covid-19 a été détectée parmi les élèves, une 20aine parmi les enseignants. Ces derniers ont écrit au président de la République pour lui demander de fermer l'établissement. Ils parlent d'une situation alarmante. Psychologiquement, c'est très dur. Et elle s'inquiète beaucoup et moi j'ai décidé avec elle bien sûr de ne plus la mettre à l'école. Et ça lui fait peur justement d'être elle contaminée et de nous contaminer nous après et qu'il arrive quelque chose comme à ses camarades. À l'Assemblée, demain, les opposants dénoncent une trahison démocratique. À Paris, le cortège est parti de la place de l'Opéra. Plusieurs personnalités politiques des Verts comme Yannick Jadot ou de la France Insoumise comme Jean-Luc Mélenchon sont présents. Également à la une, la polémique après les propos d'Audrey Pulvar sur BFM TV. La candidate au régional en Ile-de-France était interrogée sur les réunions non mixtes organisées par le syndicat étudiant UNEF. Elle estime notamment que l'on peut demander aux personnes blanches de se taire lors d'une réunion non mixte. La semaine s'annonce décisive une nouvelle fois pour l'exécutif. Emmanuel Macron persiste et temporise sur sa stratégie face au Covid. Nous prendrons des mesures si nécessaire, mais à cette heure, rien n'est décidé, indique le chef de l'État dans le journal du dimanche. Maëva Lamy. Emmanuel Macron assume. Dans le journal du dimanche, le président de la République défend les décisions prises ces dernières semaines. Certains nous disaient « En février, vous allez prendre le mur ». On ne s'est pas pris le mur. On a pu éviter un confinement. On a tenu grâce aux efforts des soignants et de tous les Français. Certes avec un plateau haut et une pression sur les services de réanimation. Pas question donc de reconfiner, malgré les critiques de nombreux scientifiques. Le choix du freiner sans enfermer reste de mise. Cette pandémie dure depuis 1 an maintenant. Donc il y a aussi d'autres paramètres à prendre en compte et on en a beaucoup débattu sur les plateaux, qui est l'aspect psychologique aussi des Français qui peut être quand même très dramatique. Un cap maintenu également sur la question des écoles. Les protocoles sanitaires vont être renforcés avec la fermeture d'une classe dès l'apparition d'un cas. En revanche, les établissements restent pour le moment ouverts. Le gouvernement n'a jamais exclu la possibilité de fermeture des écoles, mais ce doit être l'ultime décision. Parce que la priorité, c'est effectivement maintenir les enfants à l'école pour ne pas rompre et contribuer à l'isolement qui est subi par les plus jeunes d'entre les Français. Pour justifier sa politique, Emmanuel Macron s'appuie notamment sur la situation de l'Italie et de l'Allemagne, où des mesures plus strictes n'ont selon lui pas empêché une reprise de l'épidémie. 2 pays où le nombre de cas est actuellement bien inférieur à celui de la France. Pour en parler en plateau avec nous, Anne-Sora Dubois du service politique BFM TV. Un bras de fer, on le voit depuis plusieurs semaines maintenant, entre Emmanuel Macron et les médecins. Ça va vraiment être une semaine décisive pour le chef de l'État. Oui, ça va être une semaine décisive, ça c'est sûr, parce que les chiffres me montent depuis un petit moment déjà. Et toute la question pour l'exécutif, c'est de savoir si on a déjà atteint le pic maintenant, ou si on va l'atteindre, ou si ça va monter encore dans les prochains jours. Donc on va scruter du côté de l'exécutif très étroitement les chiffres qui paraîtront mardi soir, parce qu'on sera en plus à 10 jours du moment où on a enclenché des mesures un peu plus restrictives concernant les 16 premiers départements qui sont passés sous confinement, semi-confinement, confinement demi-confinement, confinement light, allégé, bref. Donc effectivement, c'est le bon moment pour voir si ça fonctionne. Si effectivement le pic est atteint, ça signifiera qu'Emmanuel Macron, une nouvelle fois, a remporté son estimation contre l'avis des épidémiologistes. Il l'a déjà fait une première fois, c'est vrai, fin février. On lui prévoyait effectivement une flambée
flambée à ce moment-là, qui n'a pas eu lieu. En revanche, c'est pas parce qu'il faut pas croire tout le temps les épidémiologistes qu'il faut pour autant ne jamais les croire. Et c'est vrai que les épidémiologistes ont aussi prévu une flambée des cas fin mars. Et pour le coup, on est en train de voir qu'ils avaient raison. Donc si effectivement le pic n'est pas encore atteint, alors là, il faudra prendre des décisions. Emmanuel Macron continue de pousser son hypothèse de mesures adaptées parce qu'il comprend, il pousse beaucoup l'état psychologique des Français, cette espèce d'état de cumulation des couvre-feux, des confinements. Et il pressent surtout qu'un confinement respecté, c'est mieux plutôt qu'un confinement imposé qui ne serait pas respecté, tout simplement parce que les Français en auraient beaucoup trop marre et que finalement il vaut mieux des mesures un peu plus light mais vraiment respectées pour le coup qu'un confinement trop dur qui serait inacceptable et inapplicable pour les Français. Donc on est sur cette jauge-là, tout va se passer entre mardi et mercredi avec, on l'a vu, 2 points absolument indispensables pour le président de la République, les écoles fermées en dernier recours et surtout tout faire pour éviter encore une fois le confinement, sauf si la situation s'aggrave trop, là il n'aura pas le choix. Merci beaucoup Anne. Marine Le Pen a évoqué justement la question des écoles ce dimanche. Pour elle, le gouvernement ne peut plus faire autrement, il faut fermer les écoles. Écoutez. Les écoles, autant avancer la date des vacances peut-être, précisément pour créer une forme de vide sanitaire, plutôt que d'attendre que les classes ferment les unes après les autres parce que les enseignants, les élèves et les enseignants seront contaminés. On n'a pas fait le choix de vacciner les enseignants. Moi, j'aurais peut-être considéré que les enseignants étaient un public prioritaire, précisément parce qu'ils sont en contact avec beaucoup d'élèves. On ne les a pas considérés comme prioritaires pour la vaccination. C'est une erreur ? Oui, je pense que c'est une erreur. Donc la conclusion, c'est qu'il faut fermer les écoles. Je pense que là, actuellement, dans la situation actuelle, ils ne peuvent pas faire autrement. Et dans ce contexte, vous le savez, dans les 19 départements où les mesures ont été renforcées, les contrôles le sont également tout le week-end. Depuis le 20 mars, ce sont 350 000 contrôles de personnes qui ont été réalisés par les forces de l'ordre selon le ministère de l'Intérieur. Des contrôles qui ont donné lieu à 38 000 verbalisations, dont 18 000 dans les départements concernés par ces renforcements des mesures. Et ce matin, justement, vous le voyez, Gérald Darmanin a assisté à des contrôles au péage de Fresnes-lès-Montauban dans le Pas-de-Calais. Ce n'est pas pour embêter les Français, a indiqué le ministre de l'Intérieur qui a insisté sur l'intérêt de ces contrôles. Freiner sans confiner, voilà le dilemme de l'exécutif, alors qu'il fait très beau ce dimanche et ça va encore durer quelques jours. Léna Marjac, vous êtes à Paris. La consigne du gouvernement, c'est de profiter de l'extérieur au maximum, mais en respectant bien les gestes barrières. Est-ce que c'est le cas où vous vous trouvez ? Alors des gestes barrières évidemment un petit peu compliqués à respecter, vous le voyez derrière moi, beaucoup de monde, beaucoup de Parisiens qui se baladent, beaucoup de Parisiens également assis en bord de Seine, des groupes d'amis, des familles venus profiter d'un dimanche ensoleillé avec surtout des températures printanières, 16 degrés cet après-midi. Alors les Parisiens se sont sentis presque obligés de sortir, presque obligés de profiter. Ils étaient d'ailleurs au micro de Vincent Gauthier, écoutez-les. On a le beau temps, il y a eu les dernières mesures qui du coup nous mettent un peu dans le mal, mais ça fait plaisir de se retrouver comme ça. On essaie de respecter un maximum les gestes barrières, mais voilà, il y a beaucoup de monde et en tant que Parisien, on n'a pas trop le choix, quoi. Ouais, on a envie de prendre enfin un peu l'air, de sortir de chez nous, de nos petits appartements, pouvoir enfin respirer un peu de l'air frais et profiter de quelques rayons de soleil. Comme on ne peut pas sortir en semaine après le travail, on essaie de profiter un peu. Alors ici, sur les quais de Seine, pour faire justement respecter ces gestes barrières, une équipe de la gendarmerie sillonne les quais pour d'abord rappeler que la consommation d'alcool est interdite. Et il y a également une équipe de secouristes pour rappeler les gestes barrières. Ils interceptent certains Parisiens pour leur rappeler de bien mettre le masque sur le nez, même si beaucoup de Parisiens nous ont confié qu'avec la chaleur comme ça, c'est quand même difficile de le garder sur le nez. Merci beaucoup Léna Marjac sur les quais de Seine à Paris, donc pour BFM TV avec Vincent Gauthier. Dans les hôpitaux, la situation sanitaire, elle s'aggrave. Nous serons contraints de faire un tri des patients, les mots de 41 médecins d'Île-de-France dans une tribune au Journal du Dimanche. Parmi eux, Antoine Vieillard-Baron, chef du service de réanimation de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt. Il était avec nous tout à l'heure, écoutez. Une tribune qui se veut sans aucune arrière-pensée, qui se veut pas revancharde, qui veut vraiment essayer de retisser un lien avec la population et qui s'est un peu distendue avec nos futurs patients et avec leurs proches pour se recentrer sur notre métier premier qui est le soin, qui est de soigner, qui est de prendre en charge la population et leur assurer notre soutien à 100%, mais aussi de leur expliquer, et c'est important, c'est dans notre serment d'Hippocrate, c'est ce qu'on dit à la fin de cette tribune, qu'on a une obligation d'informer nos patients des raisons qui vont dicter nos décisions, et tout ça en transparence.
Donc il y a effectivement probablement urgence. Il est presque tard, mais il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose. Et on appelle vraiment ça de nos voeux. Occupation des lits effectifs, est-ce que la situation est partagée également à l'hôpital Avicenne de Bobigny? On a posé la question à Olivier Bouchot, infectiologue et chef du service des maladies infectieuses dans cet établissement. Il était notre invité un peu plus tôt. Dans notre hôpital et dans les hôpitaux du groupe hospitalier, la situation est extrêmement tendue avec tous les lits de réanimation qui sont saturés, à la fois dans la dimension Covid et dans la dimension non Covid, et puis les services de médecine aiguë qui essaient d'absorber de plus en plus de patients. Mais pour vous donner un ordre d'idée, hier on a eu 32 patients infectés par la Covid aux urgences qui sont arrivés et qu'il a fallu placer. Évidemment, on n'a pas pu les prendre tous. Depuis ce matin, on en a 20. Là aussi, on essaie de faire le maximum pour faire de la place, mais ça devient extrêmement compliqué. Et craignez-vous, comme les signataires de cette tribune, une médecine de catastrophe en Ile-de-France d'ici les 15 prochains jours ? Écoutez, oui, je crois que c'est un risque réel, parce que quand on voit qu'actuellement les réanimations et les capacités de réanimation sont quasiment saturées, qu'on n'aura pas, comme lors de la première vague il y a un an, la possibilité de délocaliser des patients dans d'autres régions moins touchées, ou en tout cas cette possibilité-là sera beaucoup plus limitée. Comme il n'y a aucune raison que cette vague-là actuelle diminue dans les jours qui viennent, donc on va se retrouver dans les jours qui viennent avec de plus en plus de patients graves, de plus en plus de patients jeunes graves, ce qui pose encore plus de problèmes, et donc un risque de saturation totale, et donc un risque de tri. Concrètement, pour bien comprendre, faire un tri, ça veut dire quoi? Comment est-ce que vous faites un tri? Écoutez, c'est le pire de ce qui peut arriver aux réanimateurs, aux urgentistes et aux médecins de façon générale, c'est-à-dire devant des patients qui justifieraient la réanimation, de choisir entre celui qui a le plus de chances de pouvoir bénéficier de la réanimation, sachant que entre ces deux patients pour lesquels on peut être amené à choisir, les deux justifieraient la réanimation, et c'est extrêmement compliqué parce que forcément c'est un risque de perte de chance pour la personne qu'on ne pourra pas mettre en réanimation. En réanimation, les médecins constatent effectivement, on l'a entendu, un rajeunissement des patients. Les précisions d'Alexis Cuvillier du pôle santé de BFM TV. Il y a des patients entre 30 et 60 ans qui arrivent dans les services de réanimation partout en France, des patients qui ne souffrent souvent pas de comorbidité ou alors simplement parfois d'un léger surpoids et qui développent malgré tout des formes graves de la maladie. Hier en France, près de 1300 malades âgés entre 20 et 60 ans étaient en réanimation sur un total Covid, tout âge confondu, de 4791 personnes. Dans ces catégories d'âge, les courbes augmentent de façon assez significative ces dernières semaines, sans que l'on puisse parler néanmoins d'explosion. L'âge médian des patients en réanimation a baissé en Ile-de-France. Il est passé de 65 ans en 2020 à 63 ans en 2021. Ce sont des chiffres de l'AP-HP et on parle bien d'âge médian, c'est-à-dire que c'est au centre des données que l'on a à disposition. On sait que l'épidémie est également en progression au niveau des contaminations chez les jeunes de moins de 20 ans, mais chez ces individus encore jeunes, les admissions en réanimation sont heureusement rarissimes. Et comment expliquer ce phénomène, Alexis? Il s'intensifie avec l'aggravation de l'épidémie, mais il n'est pas tout à fait nouveau. Déjà, dès le début de l'année, des soignants, notamment en Ile-de-France, s'alarmaient de voir des profils différents arriver en réanimation. Pas seulement en réanimation d'ailleurs, aussi au niveau des urgences ou des services Covid dans les hôpitaux. Pour l'expliquer, comme souvent avec ce virus, les médecins en sont réduits à faire des hypothèses. S'agit-il d'un effet du variant anglais que l'on sait plus contagieux maintenant avec quasiment une certitude là-dessus? Est-ce qu'il y a un lien aussi avec le fait que ce soit des patients plus jeunes qui peut-être négligent les premiers symptômes et qui ne s'alarment pas trop et qui finalement quand ils le font, c'est un petit peu trop tard quand ils se signalent aux médecins? D'autres soignants évoquent aussi peut-être un impact de la vaccination chez les plus de 75 ans. C'est pas directement lié mais un petit peu quand même. Ça contribuerait à stabiliser le nombre de seniors hospitalisés, ça on le voit dans les chiffres, et d'ailleurs ça rend donc du coup plus visible ces chiffres de la vaccination qui avancent tout de même chez les seniors. Vous les voyez, ces chiffres, 58% des 75-79 ans qui sont vaccinés avec au moins une dose, 56% des plus de 80 ans. Ce sont des chiffres qui ont été communiqués par Santé publique France ce vendredi.
Et pendant ce temps-là, chez nos voisins espagnols au sud, on tente un retour à la vie d'avant le Covid-19. Premier en Europe, un concert de rock s'est tenu à Barcelone en présence de 5000 spectateurs. Il s'agit d'une expérience clinique, mais pour tenter de démontrer que les événements de grande ampleur restent possibles malgré l'épidémie. Fanny Zimbler. Non, vous ne rêvez pas. Ces images ont bel et bien été tournées hier soir dans une salle de concert de Barcelone. 5000 spectateurs collés les uns aux autres, dansant et chantant à tue-tête. Il s'agit d'une expérience visant à démontrer que les événements de grande ampleur sont possibles malgré le Covid. Et rien n'a été laissé au hasard. Étape obligatoire, effectuer un test antigénique. Le résultat, les spectateurs le reçoivent 15 minutes plus tard sur leur smartphone. C'est le cas de Laura, soulagée d'être négative. Je suis contente, j'ai hâte d'aller au concert ce soir. Sachant que mon test est négatif, il n'y aura pas de problème. En décembre, un événement à 500 personnes avait déjà été organisé et aucun cas n'avait été détecté. Si tout le monde a des résultats négatifs au test antigénique, nous générons l'idée d'une bulle sanitaire où les infections à l'intérieur ne sont pas possibles. D'un montant de 23 à 28 €, l'achat d'un billet comprend le test antigénique et un masque FFP2 obligatoire durant toute la représentation. À l'entrée de l'événement, vérification de la température et désinfection des mains. On s'attend à ce que l'événement soit totalement sûr. Dans les 14 prochains jours, on examinera combien de participants ont été diagnostiqués avec le Covid et nous ferons un rapport. Un autre concert test réunissait 1300 personnes aux Pays-Bas début mars. Des expériences sanitaires afin de préparer l'après-Covid. Dans l'actualité également de ce dimanche, le projet de loi climat qui arrivera demain à l'Assemblée, pas à la hauteur selon certains, qui battent le pavé cet après-midi lors d'une manifestation pour, je cite, une vraie loi climat. À Paris, le cortège est parti tout à l'heure de la place de l'Opéra, direction la place de la République. Plus de 230 personnalités politiques dénoncent un texte qui n'est pas à la hauteur de l'urgence et plusieurs personnalités politiques sont d'ailleurs présentes dans cette manifestation. Antoine Forestier est aux côtés de Yannick Jadot, député européen et Europe Écologie Les Verts. J'ai un premier mot sur la mobilisation cet après-midi. Est-ce que vous en êtes satisfait dans ce contexte d'épidémie? C'est une belle mobilisation dehors en règles sanitaires pour le climat. C'est dans toutes les villes de France. Donc c'est une mobilisation massive qui montre que les Françaises et les Français ont parfaitement compris que malgré la pandémie, il fallait se mobiliser pour le climat parce que le climat, c'est potentiellement des catastrophes à venir, on le sait, mais c'est aussi des solutions d'emploi, des solutions de relocalisation, des solutions pour la santé. Et donc c'est une mobilisation extrêmement importante qui lance un appel au gouvernement. Il y a ce projet de loi qui va donc être examiné à partir de la semaine prochaine. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans ce projet de loi concrètement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il faudrait changer selon vous? Le problème du projet de loi, c'est qu'il n'essaye pas de répondre aux objectifs que l'Europe se fixe pour 2030. On doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% pour être raccord avec l'accord de Paris. Ça veut dire mettre le paquet sur la rénovation thermique des logements, lutter contre la précarité énergétique, créer de l'emploi d'artisans. Ça veut dire investir dans les énergies renouvelables, ça veut dire aller vers une agriculture paysanne que tout le monde appelle de ses voeux. Donc c'est extrêmement positif et malheureusement, on constate que le président Macron semble prisonnier des lobbies, d'un statu quo qui n'est vraiment pas à la hauteur de l'histoire et des défis que nous avons devant nous. Des sujets, selon vous, qui peuvent faire la différence pour la campagne de 2022 qui va commencer, qui a même déjà commencé? Quand on est percuté de manière aussi violente par une pandémie, qu'on sait que c'est une forme de répétition du chaos climatique si on n'agit pas, et qu'à l'inverse, agir, c'est créer de l'emploi, c'est réconcilier les Français autour d'un beau projet. Évidemment, ça va être au cœur de la campagne politique de 2022. Et d'ailleurs, on voit la violence du gouvernement d'Emmanuel Macron contre les écologistes, qui l'amène d'ailleurs à refuser d'agir pour l'écologie. Et ça, c'est un triste constat. Un mot justement de la gestion de cette pandémie par l'exécutif. Emmanuel Macron qui assume toutes ces récentes décisions. Vous, à sa place, qu'est-ce que vous auriez fait? La même chose ou vous auriez agi différemment ces dernières semaines? Depuis le début, depuis un an, nous demandons à ce qu'il y ait un conseil de sécurité sanitaire qui associe les entreprises, les élus, les forces politiques
pour qu'on organise l'intelligence collective face à un virus qui nous percute, qui percute le monde entier. Mais on ne peut pas se satisfaire de paris individuels quand c'est la santé des Français qui est en cause. Alors aujourd'hui, on voit bien qu'on paye le pari du président qui a été pris contre les scientifiques au mois de janvier. Et moi, j'appelle évidemment à ce que, malheureusement, parce que c'est la situation sanitaire dans laquelle on serre un peu plus les contraintes, parce qu'on est dans une situation qui est dramatique. C'est des centaines de morts par semaine, c'est des services de réanimation qui sont exsangues, c'est une tristesse et des drames qui s'installent dans les familles. On ne peut pas laisser ce drame s'installer. Poursuivre. D'avoir répondu à nos questions cet après-midi, Yannick Jadot accompagné de quelques centaines de militants Europe Écologie Les Verts. Voilà pour les déclarations de Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts. Un peu plus tôt, c'était Jean-Luc Mélenchon que l'on a entendu également. Anne-Sora Dubois, indéniablement, l'environnement, c'est la thématique de la campagne 2022 de la présidentielle. Oui, il y a de grandes chances, effectivement. D'ailleurs, on voit bien que tous ces politiques reprennent l'exemple de l'accord de Paris qui va peut-être se retourner contre son inventeur, c'est-à-dire Emmanuel Macron, qui était quand même à l'origine de cet accord climatique, effectivement, et mondial, et qu'on n'a pas atteint les objectifs que le président de la République a lui-même fixés. Donc bien sûr, ses opposants en profitent pour bondir. Pardon Anne, je vous coupe priorité au direct parce qu'on va écouter le recteur de l'académie de Créteil, vous le savez, concernant ce cas du lycée Delacroix à Drancy où il y a une multiplication des cas positifs de Covid depuis quelques temps. Des cas très très importants. Donc je suppose que vous faites allusion à ce qui se passe au lycée Delacroix à Drancy. Alors d'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est que je comprends totalement l'inquiétude des enseignants, des personnels, des parents et des élèves vis-à-vis de cette situation. Et je la comprends d'autant plus que la ville de Drancy a été, depuis l'année dernière, largement touchée par le virus. Et donc, cette émotion est tout à fait légitime. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est combien ça concerne d'élèves et de personnel et ce que nous avons fait. Alors, nous sommes sur un établissement qui fait 2400 élèves et qui comporte un nombre de personnel important qui doit dépasser 300. Donc nous avons depuis la semaine dernière en cas cumulé 35 élèves et une dizaine de personnels qui ont été positifs. C'est une situation que naturellement nous avons suivie avec les autorités sanitaires et cela a amené le proviseur à fermer 12 classes dès la semaine dernière, donc à mettre en éviction les élèves. Avec le nouveau protocole qu'a présenté le ministre de l'Éducation nationale vendredi dernier, eh bien, le proviseur a mis en éviction encore 10 classes. Donc, il y a à partir de demain 22 classes qui sont en éviction sur l'ensemble du lycée scolaire de 2400 élèves, c'est-à-dire environ 500 élèves. Alors, 22, absolument. Ce que nous allons faire demain, c'est que l'inspecteur d'académie et ses adjoints se déplaceront dans l'établissement de telle manière à prendre toute la mesure des choses, à voir s'il y a des évictions supplémentaires à faire et naturellement à discuter avec l'ensemble des personnels. Et à partir de mardi, ce que nous allons faire, c'est que nous allons avoir une détection massive qui durera mardi et mercredi. Ça n'était pas prévu, mais nous avons vu ça avec les autorités sanitaires. Et donc, à partir de mardi, nous aurons une détection massive dans l'établissement qui durera pendant 2 jours. Justement, cette détection, les parents d'élèves nous disent que quand ils vous sollicitent, il n'y a rien qui se passe et que c'est finalement un ancien élève qui est étudiant en 3e année de médecine qui vient bénévolement mardi venir faire ce test. On a l'impression que c'est du bricolage. Merci de poser la question comme ça. En fait, avec la PHP, eh bien, les tests sont faits en principe dans les endroits dans lesquels le taux d'incidence est le plus élevé. À Drancy, eh bien, ça n'était pas jusqu'à présent la commune de la Seine-Saint-Denis dans laquelle le taux d'incidence était le plus élevé.
Mais vu la situation, eh bien, nous avons décidé aujourd'hui que les tests se passeraient à partir de mardi et mercredi pendant 2 jours et de façon extrêmement concentrée, de telle manière que tous les personnels et tous les élèves qui veulent être testés puissent l'être. Ils disent aussi que finalement il manque de moyens pour nettoyer et ils parlent aussi de 20 familles qui sont touchées avec 20 personnes endeuillées, l'établissement, les parents. C'est quoi ce chiffre de 20 personnes qui sont mortes pendant l'année dernière, la première vague de Covid exactement? Alors je pense que dans tous les établissements scolaires et que dans beaucoup de familles, eh bien, il y a eu des décès l'année dernière, en particulier pendant le mois de mars et d'avril. Et la Seine-Saint-Denis, qui avait été un département malheureusement particulièrement touché, a eu effectivement beaucoup de situations de ce genre. Hein. Mais ça, ce sont des chiffres qui remontent naturellement à l'année dernière. Mais des chiffres que vous confirmez? Des chiffres que je n'ai pour moi aucun moyen de confirmer, puisque nous ne faisons aucun relevé des personnes de la famille qui seraient malheureusement décédées des suites du virus. À partir de lundi, à partir de lundi, vous fermez 22 classes. Dès mardi, on fait des tests PCR. Pourquoi n'avoir pas fait ça plus tôt? Ça fait des semaines que les parents d'élèves, les enseignants alertent l'académie et le gouvernement aussi pour leur demander de fermer totalement l'école. Alors, ce qu'il y a de certain et ce dont on peut s'enorgueillir, c'est que la France a choisi d'ouvrir son école le plus longtemps possible, le plus possible, à la différence de beaucoup d'autres pays. C'est une chance pour nos enfants, hein, c'est une chance qu'ils puissent continuer à étudier. Dans d'autres pays, eh bien, le choix a été différent. Le ministre a choisi de continuer à faire fonctionner les écoles parce que ça a un triple rôle. D'abord, les enfants continuent à apprendre. Ensuite, eh bien, quand ils sont seuls et dans leur famille, eh bien, ils se fréquentent et le virus continue à se diffuser. Et puis ensuite, il y a la situation psychologique de ces enfants. On a bien vu que le confinement l'année dernière avait eu des conséquences en termes de santé, hein, avec le développement de l'obésité, et en termes de psychologie, puisqu'on a des enfants qui ne vont pas forcément très bien. Donc le fait de laisser les écoles ouvertes le plus longtemps possible est un choix assumé et que nous continuons à assumer. Pour l'instant, pas d'établissement, pas de... On va annoncer cette semaine finalement que les établissements vont fermer, que... Mais des établissements qui ferment, nous en avons. Dans l'Académie de Créteil, nous en avons 17 qui ont été fermés la semaine dernière, suite à une décision commune prise par le préfet, le directeur de l'ARS et moi-même. C'est à rapporter aux 2300 écoles et aux 560 établissements du second degré. À 2900, on a eu 17 fermetures. Par rapport au droit de retrait exercé par certains professeurs, qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que vous comprenez leur inquiétude? Mais je comprends totalement leur inquiétude et ce droit de retrait fait l'objet d'un examen attentif de la part de nos services aujourd'hui. Justement, ces professeurs disent qu'on leur refuse le droit de retrait. Pourquoi? Alors, ce débat est en instruction. Et aujourd'hui, les décisions ne sont pas totalement prises. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est que je comprends totalement leur inquiétude. Et notre rôle, c'est d'y répondre, comme je le fais devant vous aujourd'hui. Mais ça peut être un motif, le droit de un taux d'enfants suffisamment malades, de personnel suffisamment malade, pour un droit de retrait. C'est quelque chose qui est recevable pour vous? En quoi c'est recevable finalement? Moi, je pense que la question n'est pas celle du droit de retrait aujourd'hui. La question, c'est celle de cette ligne de crête entre le fonctionnement de nos écoles et puis la sécurité sanitaire. C'est bien là tout objectif de la politique que nous poursuivons. Merci. Dernière question. Les élèves disent que dans ce lycée, les gestes barrières ne sont pas respectés, qu'ils sont tous collés les uns aux autres et qu'ils sont 30 par classe, même si certains sont malades du Covid. Alors, moi, je comprends l'inquiétude des parents d'élèves. Simplement, on sait que l'endroit où c'est le plus compliqué, c'est la cantine. Or, nous sommes dans un lycée de secteur. Hein, et donc, dans ce lycée de secteur, ça veut dire que les élèves n'habitent pas loin. Et donc, sur 2400 élèves, le nombre d'élèves qui mangent à la cantine à midi ne dépasse pas une centaine. C'est-à-dire que toutes les précautions sont prises.
Par ailleurs, je fais entièrement confiance à l'équipe de direction, à l'équipe vie scolaire, pour faire que les élèves qui en ont assez parfois d'avoir le masque, on peut bien les comprendre, continuent à adopter les gestes barrières. C'est notre lutte de tous les instants. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Très bien. Si on m'avait dit ce matin, quand je faisais mon footing, que cet après-midi, je serais en train de répondre à la télé, je ne l'aurais pas. Daniel Auverlot, qui vient de s'exprimer à la suite de cette lettre ouverte d'enseignants du lycée Delacroix de Drancy, qui hier s'adressait au président de la République pour alerter sur une situation sanitaire grave, des dizaines de personnes testées positives. Le recteur qui a rappelé des chiffres sur les 2400 élèves et plus de 300 personnels, ce sont 35 élèves et une dizaine de personnels qui ont été testés positifs la semaine dernière. 12 classes ont été fermées la semaine dernière, plus 10 depuis le nouveau protocole, ce qui fait que demain, il y aura 22 classes fermées dans cet établissement. Beaucoup de questions autour de cette gestion de crise dans cet établissement, qui fait partie du département le plus touché par l'épidémie en taux d'incidence. La Seine-Saint-Denis, c'est 777 cas pour 100 000 habitants sur une semaine. Anne-Sora Dubois, on voit avec cet exemple typique une illustration de la limite de cette volonté du gouvernement de maintenir les écoles ouvertes, les établissements scolaires. Oui, alors c'est vrai que c'est quand même un établissement hors norme dans les chiffres, effectivement, mais bien sûr que c'est la limite de l'ouverture des établissements, c'est-à-dire que c'est un étendard gouvernemental que de dire, et qui est tout à fait entendable, audible et louable, que de maintenir les établissements ouverts. Sauf que, d'abord, la première réponse un peu curieuse du recteur, c'est que Drancy n'est pas une des villes où le taux d'incidence est le plus élevé de la Seine-Saint-Denis. Mais ça n'est pas un îlot, cette ville. Ça ne peut pas être un îlot. Donc, nécessairement, quand elle se trouve dans un département extrêmement tendu, il y a forcément un moment ou un autre où, bien sûr, il y a circulation entre les personnes et où, forcément, cette ville finit par rattraper les taux de contamination de son département. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, encore une fois, dans cette volonté de maintenir les établissements ouverts, on l'entend dans la bouche du recteur de Créteil, la première décision, c'est de déclencher une campagne de tests. Et aujourd'hui, les tests ne sont obligatoire ni dans les collèges, ni dans les lycées, tout comme d'ailleurs la vaccination des professeurs. On parle aussi des impacts psychologiques. Il faut rappeler quand même qu'il y a une vingtaine de parents d'élèves aussi dans cet établissement qui sont décédés en cours de première vague. On parle de l'impact psychologique du confinement, mais j'imagine que l'impact psychologique pour les parents qui peuvent être responsables éventuellement de la contamination de leurs parents et donc éventuellement de leur décès quand ils sont dans leur établissement, je n'imagine pas effectivement en termes de répercussions psychologiques. Et c'est Arnaud Fontanet qui le disait ce matin dans les lignes du JDD, un lycéen ou un collégien qui rentre chez lui augmente de 30% le risque pour ses parents d'être contaminés au coronavirus. Donc c'est vrai que c'est la limite de l'ouverture de ces établissements. On est vraiment on est au-delà de la ligne de crête là, c'est-à-dire que dans les zones extrêmement tendues, s'il n'y a pas à un moment, au-delà de la décision théorique, une application très pratique d'un protocole beaucoup plus strict, c'est-à-dire effectivement des campagnes de tests massifs, les autotests qu'on attend toujours, qui étaient promis il y a 2 semaines, on ne sait toujours pas où ils sont, et effectivement de la vaccination des enseignants, c'est sûr qu'on perdra le contrôle dans certains de ces établissements. Merci Anne-Sora Dubois, 16h31 sur BFM TV. On vous rappelle les titres à la une de l'actualité. Donc cette situation alarmante au lycée Delacroix de Drancy en Seine-Saint-Denis où plusieurs dizaines de cas d'élèves positifs, 35 la semaine dernière, une dizaine de personnels ont été déclarés. Des mesures sont prises, 22 classes seront fermées à partir de demain. C'est ce qu'a annoncé il y a un tout petit instant le recteur d'académie de Créteil, Daniel Auverlot, que l'on entendra dans ce journal. 41 médecins d'Île-de-France indiquent dans une tribune au journal du dimanche qu'ils vont devoir trier les patients. Ils disent n'avoir jamais connu une telle situation, un véritable cri d'alarme. Autre tribune également par 9 médecins de l'AP-HP dans Le Monde. On va y revenir dans un instant. Également dans l'actualité, c'est Emmanuel Macron, le président, qui justifie sa stratégie de confinement uniquement en dernier recours par une comparaison avec les situations en Italie et en Allemagne. Selon lui, les confinements durs depuis décembre n'ont pas empêché une reprise de l'épidémie qui nécessite de réinstaurer ou de prolonger le confinement. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis plus de 180 rassemblements ce dimanche contre la loi climat présentée demain à l'Assemblée nationale à Paris. La manifestation se déroule entre la place de l'Opéra en direction de la place de la République. Vous le voyez, le cortège qui est en train d'arriver, les manifestants qui demandent, je cite, une vraie loi climat. Vous pouvez me redire ?
Et on revient donc sur cette situation catastrophique annoncée hier. Plusieurs enseignants du lycée Delacroix de Drancy en Seine-Saint-Denis après avoir écrit une lettre au président de la République. Eh bien aujourd'hui, c'est le recteur de l'Académie de Créteil, Daniel Overlot, qui a pris la parole pour revenir en chiffres précisément sur la situation dans cet établissement de plus de 2400 élèves et 300 personnels. Il a fait le point la semaine dernière. Ce sont 35 élèves et une dizaine de personnels qui ont été testés positifs au Covid. Les enseignants dénonçaient une vingtaine de cas de décès de parents de ces élèves du lycée. Écoutez la prise de parole, cette conférence de presse du recteur de l'Académie de Créteil. Nous avons depuis la semaine dernière en cas cumulé 35 élèves et une dizaine de personnels qui ont été positifs. C'est une situation que naturellement nous avons suivie avec les autorités sanitaires. Et cela a amené le proviseur à fermer 12 classes dès la semaine dernière, donc à mettre en éviction les élèves. Il y a à partir de demain 22 classes qui sont en éviction sur l'ensemble du lycée scolaire de 2400 élèves, c'est-à-dire environ 500 élèves. Philippe Amouyel est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur BFM TV. Vous êtes professeur de santé publique au CHU de Lille. Avant de revenir avec vous sur toutes les questions sur la situation très alarmante actuellement, cette troisième vague, d'abord un mot sur ce que l'on vient d'entendre. Le recteur de l'Académie de Créteil avec ces cas qui se multiplient dans ce lycée, la question de la fermeture du lycée qui se pose. Les écoles, c'est un point extrêmement important, extrêmement sensible. Est-ce que selon vous, il faut fermer les écoles ? Ce qui se passe, c'est que dans les écoles, et ça, les études d'Arnaud Fontanet l'ont bien montré, on a un taux de contamination qui est en général égal ou inférieur à celui qu'on a dans la population générale, voire souvent inférieur. Sauf que en Seine-Saint-Denis, on est en France dans un des endroits où le virus circule le plus. Donc fatalement, il circule dans les écoles et on ne peut pas comparer cette situation à plus de 650 cas pour 100 000 habitants à des situations où on était à 150 ou 250 cas pour 100 000 habitants. Donc plus l'épidémie va avancer, parce qu'elle va continuer à avancer, plus il va falloir prendre des mesures de plus en plus drastiques, c'est clair. Vous restez avec nous, on va parler à présent de cette situation toujours sur le front du Covid qui a été dénoncée dans plusieurs tribunes aujourd'hui. Tout d'abord, l'une signée par 41 directeurs médicaux de crise de l'assistance publique hôpitaux de Paris. C'était dans le journal du dimanche. Ils craignent notamment un débordement des capacités de prise en charge des patients Covid dans les 15 prochains jours, de devoir en arriver à trier des malades. Même inquiétude également dans cette autre tribune, elle publiée dans Le Monde par 9 médecins qui, disent-ils, en imposant aux soignants de décider quel patient doit vivre, le gouvernement se déresponsabilise de façon hypocrite. Voilà pour ces inquiétudes du monde médical soignant. Des mesures qui actuellement prises par les autorités ne sont pas suffisantes pour juguler l'épidémie. Reportage tout de suite de David Dunal. C'est un appel à une prise de conscience de la situation. Dans cette tribune publiée dans le journal du dimanche, 41 médecins alertent sur la situation dans les hôpitaux. Nous sommes au bout d'un système. Actuellement, il y a des patients dans l'hôpital Bichat qui sont intubés, ventilés dans un bloc opératoire. On fait donc de la réanimation en dehors de la réanimation. Si on me demande de faire plus la semaine prochaine, et c'est ce qu'on nous demande de faire et nous le ferons, ça voudra dire que nous allons arrêter beaucoup d'activités. Ça veut dire qu'on ne pourra presque plus assurer les urgences. Avec toujours plus d'entrées que de sorties en réanimation, la pression s'accentue. 124% des lits sont occupés par des patients Covid en Ile-de-France, 93% au niveau national. Une situation qui préoccupe les professionnels de santé pour les semaines à venir. On ne veut pas avoir à trier entre un infarctus du myocarde et un malade du Covid. Et elle est là, la réalité. Et donc on va devoir réfléchir en fonction des comorbidités, du risque que ça se passe mal face au risque que ça se passe bien. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va se retrouver à devoir faire des choix entre qui va en réanimation et qui n'y va pas, et tout simplement parce qu'il n'y aura plus de lits. Le risque, c'est que la qualité des soins diminue, s'aggrave, parce qu'on se retrouve dans une situation de médecine des catastrophes. Les professionnels de santé appellent à des mesures plus fortes pour endiguer l'épidémie. Emmanuel Macron n'exclut pas de nouvelles restrictions la semaine prochaine selon l'évolution de la situation sanitaire. Pour l'heure, le président de la République attend de connaître les effets des mesures déjà prises la semaine dernière. Philippe Amouyel, par rapport à cette tribune, donc dans le journal du dimanche, de ces médecins qui parlent de trier les patients, qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est la seule solution qui reste quand on ne peut plus les accueillir de manière normale dans les services de réanimation. Je voudrais insister sur un point dont vous parlez relativement peu, mais qui est dans ces tribunes, c'est que ce n'est pas uniquement un tri auprès des patients qui seront affectés par le Covid. C'est un tri sur l'ensemble des patients. Parce qu'il n'y a pas que des patients avec Covid dans les services de réanimation. Il y a des gens qui ont besoin de soins d'urgence qui nécessitent des réanimations. Donc ça va être des dilemmes totalement insupportables. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, 120% de saturation d'un service. Il est saturé à 100%, donc 120%, ça veut dire qu'on tire de partout, qu'on arme des lits alors c'est plus des lits de réanimation, mais des lits de réanimation dans les blocs opératoires, et que pour chaque lit, il faut à peu près 4 personnes qualifiées. Donc comment est-ce qu'on peut gérer ça quand on voit que la vague épidémique continue à monter? Elle est pire que la première vague, celle-là? Elle est différente, c'est-à-dire que la première vague, elle était violente, très haute, brutale, puis on ne connaissait pas le virus à l'époque. Là, on est sur une 3e vague qui monte, alors on connaît mieux le virus, on l'anticipe, on la voit venir. Maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas anticiper un peu plus? Philippe Amouyel, vous aviez anticipé, vous et d'autres professionnels de la santé, une vague au mois de février. Emmanuel Macron... Non, je n'ai pas prévu de vague de février. Voilà l'article en question. Oui. Lisez bien, n'écoutez pas ce qui est dit. Le mois de mars, il est ici. Là, il y a un plateau en février qui était typiquement la transformation du virus variant français par rapport aux autres variants britanniques, les variants habituels britanniques. La vague, vous voyez, le mois de mars, il commence ici. Je ne sais pas si vous le voyez sur le dessin. On le voit très bien, oui. Donc arrêtons de dire ça, je ne suis pas le seul à avoir dit ça. Arnaud Fontanet disait la même chose, Victoria Colisa disait la même chose. On a une montée lente avec un plateau, puis ensuite une accélération, on appelle ça une exponentielle. Vous démentez donc les propos d'Emmanuel Macron, c'est ce que je voulais vous demander, qui déclare que vous annonciez qu'en février, on allait se prendre un mur et que ce n'était pas le cas. Regardez, c'est publié dans le JDD, vous pouvez retrouver la référence. Et qu'est-ce qu'il y a marqué en titre? Il y a marqué « Une explosion de cas pourrait survenir à la mi-mars ». Et c'est le cas pour vous, selon vous, on y est en plein aujourd'hui? On a annoncé, alors peut-être qu'on s'est trompé de 3 ou 4 jours, mais on a annoncé entre 40 000 et 50 000 contaminations journalières. Pour une fois, j'ai voulu modéliser des contaminations journalières pour anticiper les choses. Pas les réanimations, puisque les réanimations ont un décalage de 2 semaines, mais on est aujourd'hui à plus de 40 000 contaminations par jour. Et qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite, pour les prochaines semaines? Eh bien, plus rien. Qu'est-ce que vous voulez prévoir dans ces conditions? Donc on a une montée de l'épidémie, on prend des mesures dont on ne connaît pas encore l'impact. Alors, je pense que dans 10 jours, après les premières mesures d'impact, on n'aura pas encore des résultats absolument nets. On a mis en place des mesures de freinage qui n'ont jamais été mises en place, donc on ne peut pas modéliser l'impact que ça va donner. La vaccination, elle commence, certes, mais elle est relativement lente, donc on ne peut pas compter dessus. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a toujours une inertie entre la montée et l'arrivée en réanimation. Cette inertie est de 2 semaines. On risque d'avoir cette difficulté sur les réanimations pendant au moins 2 semaines encore. On va revoir ce que dit Emmanuel Macron dans le journal du dimanche aujourd'hui. Il temporise finalement le chef de l'État. Rien n'est décidé pour l'instant, indique Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Il faut vraiment un confinement dur là? Si vous me le permettez, je vous montre un deuxième schéma. Ça, c'est la couleur de la France en termes d'incidence dans chacun des départements. Vous voyez les couleurs rose, aubergine, je ne sais pas si vous les voyez bien sur la caméra, c'est les fameux départements qui sont actuellement en cours de mise sous contrainte forte. Tous les autres qui sont dans la couleur rouge, ils sont au-dessus de 250. Je ne parle pas des oranges, de 250. Il reste 16 départements en orange, 1 département en vert. Donc on est dans une situation où on a cette montée qui continue à arriver. Or, je vous rappelle que le seuil d'alerte maximale qui est défini par les différents pays et par la France au mois de septembre était de 250 cas de contamination pour 100 000 habitants. On les a dépassés. Donc, on va se trouver dans cette vague probablement également dans d'autres départements très rapidement. On avait évoqué il y a un instant l'extrémité d'arriver à trier les patients, Covid et non Covid. Est-ce qu'il y a encore une marge de progression, des mesures à appliquer entre-temps? On a compris que c'était difficile maintenant d'évacuer encore des patients vers d'autres centres hospitaliers. La déprogrammation d'actes médicaux et chirurgicaux se poursuivent. Est-ce que ça reste encore une ligne en cours d'évaluation? Non, elle n'est pas en évaluation. La déprogrammation, elle est actuellement en cours au CHU de Lille. On est en pleine déprogrammation des opérations chirurgicales non urgentes. On est en train d'ouvrir des lits. Quand vous ouvrez des lits dédiés au Covid, par exemple, dans un service de soins intensifs de cardiologie, vous ne pouvez plus recevoir de patients atteints de maladies cardiaques. Donc,
il y a une compliance qui va se faire, la capacité d'absorber ça, mais tout ça a des limites. Et lorsque ces limites sont atteintes, ça a des conséquences. C'est ce qui a été évoqué par mes confrères dans les différentes tribunes. Merci beaucoup Philippe Amouyel d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV cet après-midi, donc pour faire un point sur cette situation. On va parler de l'Allemagne aussi pour justifier la stratégie du confinement généralisé comme dernier recours. Emmanuel Macron n'hésite pas dans le journal du dimanche à comparer la situation de la France à celle de l'Italie ou de l'Allemagne. Le chef de l'État affirme qu'outre-Rhin notamment, les confinements durent depuis décembre n'ont pas empêché une reprise de l'épidémie. Est-ce vrai? Une déclaration approximative selon notre correspondante à Berlin, Violette Bonnebas. Alors cette déclaration d'Emmanuel Macron est en fait assez approximative. D'abord, il n'y a jamais eu de confinement dur en Allemagne. Les Allemands ont toujours eu le droit de sortir de chez eux sans limite, sans attestation. Berlin préfère miser sur la limitation des contacts et sur la fermeture des lieux accueillant du public. Cette stratégie, elle a très bien marché. En revanche, ce qui est vrai, c'est que depuis que les mesures ont été assouplies, avec notamment la réouverture des écoles, eh bien, l'épidémie repart à nouveau. Les autorités sont inquiètes. Il y aura probablement un nouveau serrage de vis. Mais attention, le niveau épidémique est bien plus bas en Allemagne qu'en France. Le taux de contamination, le taux d'incidence est 3 fois moins élevé. Le nombre de morts est bien plus bas. Les hôpitaux ne sont pas saturés, sont loin de l'être. La marge de manœuvre est donc bien plus grande. Au vu des taux d'incidence très forts en France, la chancelière allemande Angela Merkel a mis fin au suspense jeudi en classant notre pays en zone à haut risque. Quelles conséquences dans les déplacements entre les deux pays ? Eh bien, en fait, ça change surtout les choses pour les frontaliers alsaciens. Jusqu'ici, ils pouvaient circuler librement côté allemand sans se faire tester. À partir de ce soir minuit, eh bien, ce ne sera plus le cas. Il n'y aura plus de régime de faveur. Ils devront présenter un résultat de test négatif de moins de 48 heures puis se mettre à l'isolement. Un compromis a été trouvé pour les travailleurs transfrontaliers et les étudiants. Ils devront réaliser un test 2 fois par semaine et les contrôles seront renforcés. Et même si le dernier recours du confinement national est de moins en moins tabou, rien n'est décidé, a affirmé le chef de l'État. Que risque Emmanuel Macron à maintenir ainsi son cap sur des mesures localisées, sur une temporisation si elle s'avère non efficace les prochaines semaines. Voici l'avis de Benjamin Morel, maître de conférence à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Il était notre invité un peu plus tôt. Le risque, en effet, est très gros. D'abord, du point de vue de la politique sanitaire, on voit qu'aujourd'hui, vous avez malgré tout cette montée et vous avez des chiffres très très différents entre la France d'un côté et ses voisins directs, Allemagne, Italie de l'autre. Donc là, il y a en effet un problème qui est un problème de bilan. Et la territorialisation peut permettre de laisser respirer l'économie dans certains territoires. Mais pourquoi est-ce qu'on n'avait pas territorialisé lors du premier confinement? Eh bien parce qu'en réalité, si vous avez des régions qui sont épargnées, à l'époque l'ouest de la France, vous pouvez faire du transfert de patients. Si vous territorialisez, vous confinez des territoires qui sont les territoires les plus en problème en réalité. Mais vous laissez le temps à l'épidémie de monter dans d'autres territoires et donc vous ne pouvez pas faire vraiment de transfert de patients tout bêtement parce qu'il y a un risque qu'il n'y ait plus de place dans les autres hôpitaux. Donc si jamais la crise arrive, elle devient tout d'un coup globale et là vous avez un vrai problème de stratégie. La stratégie à long terme d'Emmanuel Macron, c'est en réalité les beaux jours et les vaccins. Et là en effet, l'épidémie peut être rattrapée maintenant qu'on sait qu'il y a une forme, en tout cas qu'on pense qu'il y a une forme de saisonnalité, peut être rattrapée à la fois par la campagne de vaccination et par une forme de réchauffement du climat. Cette stratégie-là, à moyen terme, elle est entendable. Mais à court terme, se pose très rapidement un problème de surcharge hospitalière, etc. Si demain, comme la tribune auquel vous avez fait référence, eh bien, on a des gens qui meurent dans les couloirs et des gens qu'il faut trier dans les couloirs de l'hôpital, à ce moment-là, vous avez des images qui risquent d'être extrêmement délétères pour le président de la République, d'autant plus que l'on voit dans les enquêtes d'opinion que vous avez un vrai retournement de l'opinion aujourd'hui, opinion qui savait gré à Emmanuel Macron d'avoir évité le confinement, mais qui aujourd'hui est en train de se retourner et regrette la position qui était la sienne au mois de janvier. Dans l'actualité également, le gouvernement le promet, l'environnement sera une priorité après à la fin de la crise sanitaire. Le projet de loi climat sera présenté demain à l'Assemblée nationale. Un texte loin d'être à la hauteur de l'urgence écologique, selon les membres de la Convention citoyenne pour le climat. Plus de 180 marches pour défendre une vraie loi climat sont organisées ce dimanche dans toute la France. À Paris, ça se passe place de la République. Vous le voyez, le cortège qui est arrivé, qui était parti tout à l'heure de la place de l'Opéra. On va rejoindre
Lisa Adef. On voit ces manifestants, ça y est, qui sont désormais place de la République après cette manifestation cet après-midi. Oui, absolument. Une manifestation qui s'est déroulée dans le calme. Partie de la place de l'Opéra, vous l'avez dit, vers 14h. 2 heures de marche plus tard, le cortège est arrivé place de la République où des prises de parole de certains organisateurs et personnalités sont en cours ou prévues. Ils dénoncent aujourd'hui une loi amoindrie. Selon eux, c'est la dernière ligne droite pour que le texte soit à la hauteur de l'urgence écologique, disent-ils. Tout au long de la manifestation, on a pu entendre « on est plus chaud que le climat, il faut montrer qu'on est là ». Dans le cortège, il y avait bien sûr des citoyens qui ont participé à cette fameuse convention citoyenne et souhaitent des mesures plus fortes et plus proches de celles qui avaient été proposées. Marcher aujourd'hui, c'est d'abord alerter sur les préoccupations du quotidien, le gaz à effet de serre et l'agriculture notamment. La peur qui anime leur ferveur aujourd'hui, c'est voir les choses se dégrader quoi qu'il arrive et que tout soit abandonné. Ils dénoncent une trahison démocratique de la part d'Emmanuel Macron qui est accusé de ne pas avoir respecté son engagement de faire une vraie loi climat, le fameux sans filtre promis par le président de la République. Au total, aujourd'hui, près de 500 organisations, associations et syndicats ont manifesté à Paris contre ce projet de loi climat dont l'examen à l'Assemblée commence donc demain, d'où leur sentiment que c'est bien la dernière ligne droite. Et ces organisateurs ont d'ailleurs annoncé qu'il y avait aujourd'hui 55 000 personnes réunies à Paris autour de ce combat. Merci beaucoup Lisa Adef en direct de la place de la République avec Hugo Dorsemène pour l'arrivée de cette marche pour une vraie loi climat. C'est la revendication de ces manifestants. Également dans l'actualité, ce débat vieux de plus de 50 ans, relancé hier sur BFM TV par Audrey Pulvar. La candidate à la région Île-de-France s'est exprimée sur la tenue des réunions de travail non mixtes, comme récemment au sein de l'association étudiante UNEF. Une déclaration qui a fait bondir la classe politique, comme nous l'explique Constance Bostoen avec Jordan Ray. C'est une petite phrase qui n'est pas passée inaperçue. Interrogée sur notre antenne hier, Audrey Pulvar, candidate à la présidence de la région Île-de-France, a fait part de sa position sur les réunions non mixtes. Si on vous avait proposé de participer à une réunion en disant non, par contre les personnes de couleur blanche restent derrière la porte. Ça, c'est pas possible pour moi. Ça n'est pas possible. C'est pour ça que je vous parlais de formulation. Je préfère les réunions réservées à que les réunions interdites à. Si vous dites groupe de travail consacré aux discriminations dont sont l'objet les personnes noires ou métisses, mais si il se trouve que vient à cet atelier une femme blanche, un homme blanc, etc., ben, j'aurais tendance à dire qu'il n'est pas question de le ou la jeter dehors. En revanche, on peut lui demander de se taire. Dans la foulée, une pluie de critiques s'est abattue sur l'ancienne journaliste, à commencer par celle du Rassemblement national. Les Blancs doivent se taire. Je veux dire, comment on peut expliquer ça? Voilà, je trouve qu'il y a une dérive de certaines formations. On a vu les dérives de l'UNEF, maintenant on voit les dérives de la candidate du Parti Socialiste aux élections régionales. Là, aujourd'hui, j'invite quand même les responsables du Parti Socialiste à peut-être réfléchir à qui ils ont investi dans cette région. Critiquée par la droite, mais défendue par la gauche. Dès hier soir, la France insoumise lui a apporté son soutien. Écoutez, moi, Madame Pulvar, elle n'est pas de mon étiquette politique, mais je trouve que la campagne qui est menée contre elle est vraiment dégueulasse, pour le dire franchement. Des déclarations de tous bords politiques qui, pour Christophe Castaner, éloignent de la question essentielle du racisme. On parle beaucoup des propos d'Audrey Pulvar ou de la présidente de l'UNEF. J'ai contribué aussi à cela. Mais non, le combat essentiel, c'est celui contre le racisme. Il existe dans notre pays tous les jours des femmes, des hommes qui sont victimes de racisme et nous devons nous mobiliser constamment aussi. Audrey Pulvar, elle persiste et signe. Sur Twitter, elle affirme qu'en tant qu'hétéro dans une réunion non mixte LGBTQI+, elle se tairait et écouterait. Et puis on parle de sport, de foot. À présent, vous le savez, la France affrontait cet après-midi le Kazakhstan. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Morineau nous a rejoint. Les Bleus se sont imposés 2-0, service minimum pour l'équipe de France. Oui, effectivement, c'est toujours un match compliqué, un particulier dans ces éliminatoires de Coupe du Monde. À plus de 4000 km au Kazakhstan, sur un terrain synthétique, les Bleus assurent effectivement. On se souvient que mercredi, il y avait eu ce match nul 1-1 face à l'Ukraine qui n'avait pas très bien débuté. Donc l'équipe de France dans ces éliminatoires, et donc là, eh ben oui, l'équipe de France de Didier Deschamps se rassure, service minimum, mais finalement, voilà, c'est ce qu'il fallait pour se relancer dans ces éliminatoires à la Coupe du Monde. Quels ont été les temps forts de ce match? Alors,
finalement, les buts sont assez représentatifs de ce match. Il y a donc très vite Ousmane Dembélé qui a ouvert le score pour l'équipe de France, qui les a donc bien lancés dans cette rencontre. Et puis ensuite, c'est sur ce corner tiré par Griezmann qu'un Kazakhstanais met un but contre son camp. Et finalement, en face, il n'y avait pas beaucoup d'opposition, hein, aucun tir cadré côté. Effectivement, il y a eu en deuxième période ce pénalty manqué de Kylian Mbappé. Roland Courbis nous rejoint en plateau. Bonjour Roland, consultant football RMC Sport. Vous avez suivi Bonjour à tous. Cette rencontre. Qu'est-ce que vous avez pensé du match des Bleus, Roland? Un match sérieux, comme on dit souvent. Pour qu'il y ait un beau match, il faut quand même deux adversaires. Je ne me rappelle pas un match où Loris n'a pratiquement rien à faire. On aurait pu faire jouer le kiné à la place de Loris. Mais bon, après, un petit peu un manque d'efficacité, mais avec ces matchs tous les 3 jours. Une pelouse un petit peu inhabituelle. Pelouse synthétique. Voilà, soyons pas trop gourmands, c'est un match sérieux. Avec pour moi comme satisfaction pas mal de choses. Mbappé qui manque le pénalty, c'est pour la confiance là. Ouais. On sait que le dernier match n'avait pas été terrible non plus. C'est l'éternel problème. Il y a toujours des débats. Celui qui obtient un pénalty, est-ce qu'il doit le tirer? Moi, je suis contre, mais chacun a sa vision des choses, parce que je pense qu'on peut être un petit peu déconcentré. Pour ce qui est des satisfactions, il y a une revue d'effectifs en même temps que le match était un match officiel, mais digne dans cette position d'arrière gauche offensif à la moindre occasion. Je pense qu'il a marqué beaucoup de points. Et la France, donc, qui est en tête avec 2 matchs. On avait besoin quand même de se rassurer après le match nul face à l'Ukraine au Stade de France. Oui, surtout que dans les esprits, il y avait ces adversaires en jaune là. Décidément, on se disait, c'est peut-être la couleur qui nous va pas. Et puis après une première mi-temps moyenne et un peu timide, ça s'est amélioré contre une équipe quand même si on manquera pas de respect, très très moyenne. Merci Roland Courbis, merci Maureen Lehoux. On le rappelle, donc la France vainqueur du Kazakhstan aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis cet après-midi dans Non-Stop. Retrouvez tout de suite Ronald Guintranche pour 7 jours BFM. Bonne fin d'après-midi.